Prête-moi ta plume. Texte choisi et lu par Rachida Mansour. Prête-moi ta plume, émission réalisée par Soubir Kétani. Prête-moi ta plume. Dans l'incendie, publié en 1954, Mohamed Dib décrit la misère des paysans algériens, spoliés, expropriés, et leur révolte qui sourd pendant que la Deuxième Guerre mondiale s'annonce des deux côtés de la Méditerranée, promettant plus de souffrance encore, la mobilisation militaire, le départ des hommes jeunes, dont beaucoup seront sans retour. Vous connaissez depuis quelques épisodes déjà les personnages de l'incendie qui peuplent Bni Boublen, village aux abords de Tlemcen. Les vieux d'abord, gardiens de la mémoire, passeurs, Commandar qui initie Omar à l'histoire du pays, Beddouche le viejo, à travers lequel on entend les paysans expropriés, désargentés, réduits à la condition d'ouvriers agricoles qui rejoignent le camp des innombrables crève-la-faim que la colonisation a fabriqué. Le grand Kologli qui, propriétaire pourtant, choisit le camp des humbles, face au colon Marcus, à ses subalternes, et à Qara, petit propriétaire sans cœur et avide, qui préfigure le traître, le vendu à la colonisation. Puis il y a tous les autres, Sid Ali, Issa Ben Salem, Adda, Slimane el-Meskin et Hamid Serraj, le syndicaliste qui vient à eux, chez eux, pour les aider à donner corps à leur colère. Vous connaîtrez mieux encore les femmes de tous ces hommes, dès lors que le spectre de la guerre et des morts à venir se rapproche. La vie des femmes de pauvres n'est-elle pas chevillée au chagrin, au deuil, aux lamentations? Mais chez elles aussi la colère est dévorante. Et puis Dib parsème son texte de jeune pousse, rappelant la vie et son éternel renouvellement, la génération à venir, qu'incarne Zhor, l'adolescente, la presque femme, et Omar, 11 ans. Attentifs tous deux aux événements qui secouent le monde des adultes, mais d'abord aux prises avec la sève qui s'empare de leur corps en mutation, en plein éveil. Prête-moi ta plume. C'était tout juste après la guerre, dans un petit bal qu'avait souffert, sur une piste de misère, il y en avait deux à découvert. Parmi les gravats ils dansaient, dans ce petit bal qui s'appelait. Non, je me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardent rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Non, je me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. Et c'était bien. Ils buvaient dans le même verre, toujours sans se quitter des yeux. Ils faisaient la même prière, d'être toujours heureux. Parmi les gravats, il souriait dans ce petit bal qui s'appelait. Prête-moi ta plume. Pitié, je ne suis qu'un pauvre homme, obligé de gagner ma vie. Que pouvais-je faire? Ne cherchez pas à m'attendrir, vous n'êtes qu'un agent de police, sans plus. Bon, assez, je suis l'agent de police, soit. Et vous,
Vous n'avez pas emmené des enfants en prison? Des enfants en prison, des garçons de 12 ans. Souvenez-vous-en, vous les ramassiez au parage du marché ou à la porte Boumedienne. Vous leur mettiez des menottes aux poignets. C'étaient des enfants de 12 ans, vous dis-je. Certains jours, vous en ramassiez 3, 4 à la fois, que vous enchaîniez ensemble. Vous les poussiez devant vous. Vous vouliez faire croire aux citadins que c'étaient de grands coupables, de la graine de bandits. Vous aviez raison, car la plupart des citoyens ne demandaient qu'à vous croire. Vous saviez donc ce que vous faisiez. Mais tant que vous traversiez la ville, vous n'osiez pas encore abattre vos pattes sur eux, car dans cette ville, il n'y avait pas que des citoyens, il y avait aussi des sujets, et même en plus grand nombre que les citoyens. Et vous saviez que le regard des sujets était sur vous, vous reconduisez d'un coin de rue à l'autre, et vous redoutiez ce regard. Mais une fois enfermés avec ces enfants dans le commissariat, que leur faisiez-vous? Oseriez-vous le dire? Il y eut un long silence. Les âmes incandescentes des morts du Luna Park formaient déjà une longue procession de petites flammes, et il y en avait beaucoup. Par moments, elles faisaient des crochets et poursuivaient leur chemin, aussi minuscule et aussi luisante. Puis, la voix de l'agent se fit entendre. « Où êtes-vous? Tendez-moi la main. »« Arrière! Arrière, salaud !»« Comment ça? Assassin d'enfants !»« Comment ça ?» répéta l'agent. « Tendez-moi la main. »« Arrière, hyène puante !» Encore une fois, les âmes brillèrent sans éclairer. « Enfin !» cria l'agent, « vous êtes là ou vous n'êtes pas là ?»« Je n'y suis pas. Je n'y suis pas, en tout cas, pour vous. »« Je vois. »« Ah !» s'écria la voix, « vous vouliez jouer avec les enfants. »« Pourquoi pas ?»« Et à quoi vouliez-vous jouer? À la mort ?» Nouveau silence. « Comment ?» La voix retentit formidable, comme un haut-parleur. « Assassin !» L'agent de police dit « J'imagine avoir assez souffert maintenant. »« Quoi ?» hurla la voix. « J'ai assez souffert, gémit-il, et je voudrais jouer avec des enfants. » Vous êtes un fieffé comédien, vous dites ça maintenant. Vous ne savez comment vous tirer d'affaire. Vous êtes la fausseté même. Timidement, la voix de l'agent revint encore tâtonnante. « Eh » murmura-t-elle. « Eh ? Pourquoi ? Eh ? Vous ne partirez pas ? Je resterai pour vous faire plaisir. Je ne voudrais pas que vous partiez. C'est l'agent de police qui commande ? Je ne voudrais pas. Je ne voudrais pas. Bien, dit la voix. Je m'en vais. Non, écoutez encore. Vous ai-je fait une chose injuste ? Injuste ? Vous osez le demander ? Mais encore, vous avez trouvé des hommes enchaînés comme des esclaves, et vous les avez transpercés. Ah, cette gloire m'appartient. Il n'y aura pas de pitié pour vous et pour les vôtres. Vous voyez bien, dit l'agent, je pleure. Où allez-vous ? Je m'en vais. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Aucune réponse. Je ne veux pas, cria encore l'agent. Où êtes-vous ? Rien.
Toujours pas de réponse. Et l'agent continua de crier. Prête-moi ta plume. يضرب عن رسالنا جيل الحرية ماشي القدام محلى ننسى قصة بلادنا الجزائر واقفة في كل زمان نفدوها بشعار راية أجدادنا الله أكبر على كل لسان احفظ يا عالم هذا الموال غير هذا الوردة ما تاخدهاش مهما تخطط ومهما تحبتناها الدم اللي سقاها ما يتنساش كتبوا يا نساء كتبوا يا رجال كل خطوة لكل شاهد من كل جيال ولا كذب تغيير ولا نسيان بلادي نحب نعيش فيها بسلام الكل اللي يتفل يضرب عن رسالنا جيل الحرية ماشي القدام وحلا ننسى قصة بلادنا الجزائر واقفة في كل زمان نبداوها بشعار راية أجدادنا الله أكبر على كل لسان قولوا عليها ولادات الشجعان طارق بن زياد عربي بغباغ كاهن ولا الله فاطمة نسماه كيما عبد القادر أكبر مثال مش حال كيما هما حرب العديان كتاب شيوخ علماء في الإسلام اسمهم لازم يكون في كل زمان وجميع اللي ماتوا من جلب ضياف الكل اللي يتفل يضرب عن رسالنا جيل الحرية ماشي القدام محلى ننسى قصة بلادنا الجزائر واقفة في كل زمان نبداوها بشعار راية أجدادنا الله أكبر على كل لسان يضرب عن رسالنا جيل الحرية ماشي قدام محلى ننسى قصة بلادنا الجزائر واقفة في كل زمان نبداوها بشعار راية أجدادنا الله أكبر على كل لسان الكل اللي يتفل يضرب عن رسالنا جيل الحرية ماشي قدام محلى ننسى قصة بلادنا الجزائر واقفة في كل زمان نبداوها بشعار راية أجدادنا الله أكبر على كل لسان Prête-moi ta plume. Ce qu'on oublie n'est jamais aussi terrible. La pluie coulait sur ses joues comme des larmes. Il percevait leur course derrière lui. Le plus simple était de ne pas les regarder. Les trois hommes galopaient. « Nous aurons ta peau !» s'égosillait-il à la fois. De temps en temps, il raidissait les jambes. « Merde !» pensait-il, chaque fois que le pied lui manquait.
Il n'y avait partout autour de lui que ce bruit d'eau qui retentissait sur le pavé. Des ordures ramollies jonchaient les ruelles. Il ne songeait plus qu'à leur échapper. 2 hommes débouchèrent au coin d'une rue, se dirigeant vers lui. L'un d'eux s'arrêta. L'autre l'attendait plus loin, probablement. Le bruit que fait quelqu'un qui pisse lui parvint, puis il ne les entendit plus. Au lieu de continuer à se diriger vers le haut de la ville, il revint sur ses pas. Il s'immobilisa, court, il cracha, prit encore le temps de tousser et repartit. Les rues se ressemblaient toutes dans l'obscurité, elles se jetaient comme sur un mur. Au dernier tournant, il se trouva au bas de la ville. Une douleur endormie l'envahit. C'était la douleur qu'il allait éprouver dans une minute. Des globes électriques faisaient miroiter le sol. « Il ne pleut plus, se dit-il. Encore une rue. C'était fini. Un dernier tramway arrivait. » En effet, la pluie avait cessé. Précipité dans les rues vides, le tramway s'éloigna en claquant. Les glaces se strièrent violemment d'eau. Au contact de l'air tiède, il perçut le froid de la nuit. Il fixa du regard une femme en tailleur clair. Un homme et un jeune homme l'accompagnaient. Il les observa l'un après l'autre. Eux présentaient des regards ennuyés. Il jeta un coup d'œil au dehors, mais l'intérieur éclairé du tramway se reflétait dans toutes les glaces. Une plaque indicatrice fut dépassée. Le véhicule longea une rue incurvée dans un grincement strident de roues et finit par disparaître. Ce qu'on oublie n'est jamais aussi terrible. Il se dit cela avec une sorte d'inattention. De nouveau, un soulèvement d'estomac le saisit. Lorsqu'il descendit au terminus, il n'y avait plus personne dans le tramway. Contre l'obscurité de la rue, il avança les yeux fermés. De temps à autre, il trébuchait sur un pavé. Il était calme. Mais cette tension des yeux était douloureuse. La nuit était agitée. Le ciel était blanc et noir. Après avoir remonté la rue sur une vingtaine de mètres, il pénétra dans une vieille maison. Il se dirigea avec automatisme dans l'obscurité et monta 5 étages. Quelqu'un cria « Qui est là ?» La vieille Emilia essayait de parler, mais sa voix de sexagénaire restait indistincte. L'impotente fit grincer les ressorts de son sommier. Il répondit « C'est moi !» La vieille s'éclaircit la voix et continua. « On a tué quelqu'un là-haut !» Il demanda. « Qui a tué ?»« Ils se sont battus, je ne sais pas. On disait qu'ils étaient 4 ou 5 et ils se sont battus. » Puis elle dit. « Ce n'est pas des heures à rester dehors. » Il murmura. « Vieille bourrique. Où étiez-vous » Elle eut un rire bref. Elle reprit. « Il ne se réveillera plus maintenant. » Et elle n'ajouta pas un mot. De l'extrémité du palier, il jeta un regard vers l'unique carré de lumière qui brillait dans le noir. Il avançait, là, à présent. Une imposte au-dessus de la porte de cet appartement laissait tomber cette lumière rouge, diffuse. Quelle que fût l'heure, c'était toujours éclairé chez ces gens. On devait veiller un malade. Il arriva chez lui. Il ouvrit et repoussa la porte derrière lui. Il ne s'arrêta pas dans cette première pièce. Il continua son chemin et pénétra dans la chambre du fond. Il alluma. L'idée d'aller à la cuisine préparer 2 œufs traversa son esprit. Mais une seconde plus tard, il abandonnait son projet.
dormir. Il tourna ses regards vers la fenêtre, haute et étroite, par laquelle il devinait le ciel au fond de l'ombre. La pluie s'était remise à tomber et semblait ne point devoir cesser. Brusquement, il vit son visage dans une glace et faillit pousser un cri. « Prête-moi ta plume. » الاستقلال من جبالنا طلع صوت الأحرار ينادينا للاستقلال ينادينا للاستقلال استقلال وطننا استقلال وطننا تضحيتنا للوطن خير من الحياة تضحيتنا للوطن خير من الحياة أضحي يا بلادي يا بلادي أنا لا سواك يا بلادي يا بلادي أنا لا سواك أتصل الدنيا فؤادي ودفن فيها باكي أتصل الدنيا فؤادي ودفن فيها كل شيء فيه حبه مثل النبات كل شيء فيه حبه مثل النبات يا ترى يأتيك يوما تزدهي فيه الحياة يا ترى يأتيك يوم تزدهي فيه الحياة من جبالنا طلع صوت الأحرار ينادينا للاستقلال
صوت الأحرار ينادينا للاستقلال استقلال وطننا ينادينا للاستقلال استقلال وطننا شكرا لك Prête-moi ta plume. شكرا لك. Il se jeta tout habillé dans son lit. La pendule sonna. Ses deux mains empoignèrent les barres du lit. Il frissonna. L'humidité le pénétrait lentement. Il entendit des pas dans une autre chambre, assez loin. La pendule sonna encore. Il attendit le dernier coup. La pendule sonna de plus en plus, dans le silence amplifié par le bruit continu de la pluie. Il fallait encore courir. Des sanglots le secouaient. Il éprouvait de la peine à avancer. La nuit, la pluie duraient depuis longtemps. Plusieurs personnes se rassemblaient et faisaient de la lumière, mais leurs flammes servaient moins à voir qu'à éclairer leurs visages. Il y eut des cris, un bruit de voix. Ils étaient loin. Quelques-uns tentèrent de le poursuivre. Maintenant, il se penchait au-dessus de la table de l'inspecteur. Des cigarettes, en brûlant le bois, y avaient laissé des points noirs. L'inspecteur était debout. Il ne devait pas dépasser 1,60 m, mais possédait un coffre massif. L'ampoule électrique se trouvait placée à hauteur de sa poitrine. Sa chemise blanche sous la veste avait le col déboutonné. Les pans de la veste retombaient dans l'ombre. Tous les autres se taisaient. La lumière artificielle durcissait leurs visages qui parurent fatigués. L'inspecteur sortit les mains des poches et les appuya sur la table. Il avait repoussé sa chaise contre le mur. Il se mit alors à tambouriner. Il ne tirait plus sur sa cigarette, mais il continuait de tambouriner. Le mégot, collé entre ses lèvres, s'était certainement éteint. Les joues de l'inspecteur n'étaient pas rasées. Il avait une bouche saillante et sa lèvre inférieure pendait. Allait-il s'arrêter de tambouriner? « Tu vois, pensait-on, tu ne peux plus rien décider, parce que tout est déjà décidé sans toi. Bientôt tu sauras si c'est lui ou toi. Imagine que ce sera toi. Le peux-tu? Le peux-tu? » L'eau crépitait dehors sur le sol. Elle gargouillait à l'entrée d'un égout tout proche. Puis ce fut d'abord un simple chant. Des fumées droites et claires se levèrent au milieu des champs. Le ciel du matin, comme un ciel nocturne, s'étendait. Il était tendre et l'air tranchant. Un fleuve invisible dévalait de la montagne. Le jour se mit à brûler à la pointe des arbres. À présent, ce chant montait à tue-tête, tandis que les oiseaux, avec des cris durs, taillaient l'espace. Bientôt les arbres pleins ne furent qu'un seul cri qui se dressait vers l'azur. Joie qui arrivait d'un bond, qui arrivait de loin pour se retirer aussitôt, mais joie tout de même. Il n'y a pas de joie égale à celle-là,
pensait Hamid Serraj, et il écoutait le chant profond qui émanait, il ne savait si c'était de lui ou de cette terre. Quelle était cette force irrésistible? Quel était cet espoir? Il sentit qu'il ne pouvait mourir, que rien ne pouvait mourir. Quelle joie! Quelle surprise! Cette certitude tout d'un coup! Hamid contempla par la petite lucarne le ciel très haut qui scintillait. Des étendues parcourues revenait cet air parfumé. Ô terre légère et forte! Il se ressouvint d'une vieille paysanne qui s'était approchée d'eux tandis qu'ils se tenaient à quelques-uns dans les champs. Elle marmotta à voix haute pour que sa parole les atteignît. Grande est notre mère Algérie. Ils la connaissaient tous. Elle passa son chemin sans leur jeter un regard. Les hommes sourirent. « Tante Reira, écoute !» appela l'un des fleurs. « Tu parles toute seule, maintenant ?» « Je parle à mon bâton, » répliqua la petite vieille. « Ah, ça, si on ne peut plus dire un mot, sans que quelqu'un soit toujours là pour le cueillir. » Elle prit un air farouche. « Alors, quelle nouvelle nous apportez-vous » fit-elle. Elle savait que Serraj venait de la ville, mais elle ne voulait pas avoir l'air de l'interroger. Elle jeta sa question au Fllah avec qui elle se montrait familière. « Comme tu peux le voir, répondit Hamid, qui l'a compris, tout va bien. Tu crois ? La vérité n'est bonne qu'enterrée dans un puits. Que ne dis-tu pas s'il y aura du bon ? Bien sûr, je le dirai. Puisse ta parole être vraie. Qu'importe ce qu'aura duré la nuit, si le jour finit par se lever. Tante Reira s'en alla petit pas têtu, et les hommes demeurèrent un moment silencieux. Il semblait à Hamid qu'après bien des pérégrinations, il se retrouvait chez lui. « Je me repose parmi les miens à présent, se dit-il, ayant abandonné pour toujours la vie errante. J'accepte que mes frères m'apprennent à placer mes pas devant moi. Je me laisserai guider par eux, prendre la main pour fouler la terre. Je crois en eux. Dieu soit loué. Il me reste encore cette terre et ce grand peuple vers lesquels je peux me tourner. C'est vers eux que je marche à présent. Eux seuls me sauveront. Qu'arrive le jour où je pourrai traverser toutes les villes et toutes les campagnes. Je rendrai visite à chaque citadin, à chaque fleh. Si je vois un paysan qui manie admirablement la pioche, je m'arrêterai pour l'observer pendant des heures. Ces hommes donnent la joie. Et son horrible cellule, l'expression hargneuse des gardiens, la couleur grise des murs, l'odeur de moisi, d'humidité qui emplissait les couloirs de la prison, les cris et les gémissements des détenus, la petite fenêtre forée dans l'épaisseur du mur, la solitude morne. Ce matin-là, tout cela échappa à son attention. Il pouvait dormir maintenant. Il connaîtrait le repos. Son sommeil n'avait pas été tué. Il ne passerait plus ses nuits dans une veille torturante. Il était délivré. Il réfléchit aux moyens qui lui permettraient d'avoir des contacts avec l'extérieur. Il pourrait encore aider ses camarades. Peu à peu,
il éprouva l'étrange sentiment de réapprendre tout doucement à vivre. D'abord, il n'avait rencontré en lui qu'une violence cruelle qui l'aveuglait. Et voilà que son cœur calciné comme un charbon découvrait des coins obscurs, frais. Il frémit. Cette marche se faisait encore avec beaucoup de souffrance et de difficulté. Il reconnaissait l'espace avec précaution dans cette cellule où s'effectuait pour lui le réveil. Il lui fallait réduire toute impatience. Il devait attendre encore un peu. Il revenait d'un enfer où il avait éprouvé la présence palpable de l'anéantissement. Prête-moi ta plume. On ira écouter Harlem au coin de Manhattan, on ira rougir le thé dans les souks à Amman, on ira nager dans le lit du fleuve Sénégal et on verra brûler Bombay sous un feu de Bengale. On ira gratter le ciel en dessous de Kyoto, on ira sentir Yobat au cœur de Janeiro, on lèvera nos yeux sur le plafond de la chapelle Sixtine et on lèvera nos verres dans le café Pushkin. Oh, quelle est belle notre chance, aux mille couleurs de l'être humain, mélangées de nos différences, à la croisée des destins. Vous êtes les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh 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 oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Oh 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 oh. On dira que les poètes n'ont pas de drapeau, on fera des jours de fête autant qu'on a de héros. On saura que les enfants sont les gardiens de l'âme et qu'il y a des reines autant qu'il y a de femmes. On dira que les rencontres font les plus beaux voyages. On verra qu'on ne mérite que ceux qui se partagent. On entendra chanter des musiques d'ailleurs et l'on saura donner ce qu'on a de meilleur. Oh, quelle est belle notre chance, aux mille couleurs de l'être humain, mélangées de nos différences, à la croisée des destins. Vous êtes les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh 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 oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Oh 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 oh. Vous êtes les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh 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 oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Prête-moi ta plume. L'ordre de grève vola à travers la campagne. À Mansoura, Imama, Bréa, Safsaf et dans toute la région, les ouvriers agricoles avaient décidé d'arrêter le travail. De place en place, des groupes discutaient. Aussitôt, gendarmes et policiers se mirent à patrouiller dans les champs. « Il faut se défendre maintenant !» dit un colon au gendarme. Le jeune Sheriff Mohammed fut matraqué à la ferme Marcous, le crâne ouvert, du sang répandu sur le visage et les habits. Il fut rapidement transporté et caché dans une cabane de Fallah. 4 autres
furent conduits en prison. Le colon Marcus fit travailler ses ouvriers le revolver au poing. À la fin de la première journée, vers 5 heures de l'après-midi, une grande assemblée se tint en bordure de la route nationale. Plus de 500 fellahs étaient présents. Plusieurs d'entre eux prirent la parole et affirmèrent avec l'approbation de tous qu'ils continueraient la grève. Au moment où les groupes commençaient à se séparer, un métayer vint offrir 2 sacs de pommes de terre aux grévistes et s'engagea à donner satisfaction à leurs revendications. Le lendemain matin, 2 délégations de travailleurs de la ville, l'un des communaux, l'autre des cheminots, vinrent les saluer et les assurer de leur solidarité. Les cheminots accompagnèrent leurs gestes d'un versement de 1000 francs. Un syndicaliste, à lui seul, fit don de 500 francs. Les cadres syndicaux réunis à Tlemcen décidèrent de constituer un comité de soutien aux fellahs. Ils lancèrent un appel à tous les travailleurs. L'organisation de la collecte des fonds de solidarité fut immédiatement entreprise. Après 3 jours, à Naya seulement, ils étaient 1 millier qui avaient suspendu tout travail. Les ouvriers de négriers s'organisaient à leur tour. Prêts à les suivre, il y avait encore ceux de Ain el-Hout et de Tahmamit. La grève gagnait de proche en proche. On était au dernier jour de septembre. Il n'avait cessé de faire beau tout ce temps-là. Les champs prenaient une couleur de terre cuite. Ils durcissaient et sonnaient sous les pas avec un bruit sinistre. Ce n'était partout que chaume roussi. L'herbe ne poussait plus. Le rouge soleil algérien corrodait cette terre jusqu'à l'os et la réduisait en une poussière fine. La sécheresse d'hiver commençait. Les journaliers quittaient les fermes et venaient grossir le nombre de leurs camarades en grève. À peu de distance de Bni Boublen ce jour-là, un important groupe de secours se constitua grâce aux efforts de quelques fellahs. Ali Berrabh en était. Il s'écria à la fin des discussions: « Il y a 15 jours qu'on n'a pas eu une goutte d'huile à la maison. Je dois de l'argent à l'épicier et je n'ai pas de quoi le payer. Nous mourrons à petit feu. Nous demandons notre droit à la vie pour nous et nos enfants. » Un garçon blond, qui paraissait avoir 13 ans, des yeux verts, des cheveux embroussaillés, se mit à parler lui aussi. « Nous mangeons de l'orge, dit-il. Nous nous couchons sur le sol nus. Nous n'avons pas de vêtements. J'ai ce vieux burnos pour m'habiller et me coucher. Je suis en grève, moi aussi. » Un silence, puis il ajouta: « Ma mère n'est pas encore morte. » Après l'enfant vint un homme. Il dit: « Je suis du douar de Oshba, mais j'ai toujours travaillé par ici. Moi, mes enfants et ma femme, nous avons tout le temps faim. Si vous me conduisez chez un gargotier, je suis capable de manger tout ce qu'il a. Mes enfants meurent de faim. Je dis, en avant pour la grève! Nous sommes arrivés au comble de la misère. Qu'avons-nous à craindre? J'ai reçu une feuille d'impôt, on m'a marqué 8 chèvres. J'avais 2 chèvres. À présent, je n'ai plus rien. Voilà la situation. » Bededouche s'approcha à son tour. Il avait travaillé à la ferme Villard. Après, il avait été chassé de son gourbi. « Ma femme et mes enfants et nos affaires,
avait été jetée dehors. Rime, ma fille aînée qui allait sur ses 16 ans, servait comme bonne chez monsieur Villard qui la nourrissait seulement. Ça avait duré plus de 6 ans. Ma fille était tombée malade. Non content de l'avoir fait durement travailler, monsieur Villard l'avait renvoyée. Quelque temps après, elle s'était éteinte. Et il m'avait demandé si j'avais une autre fille à lui donner. À moi, il avait refusé tout ouvrage, parce qu'il disait que j'étais usée. Il cessa de parler et s'approcha encore de l'assistance. Il se présenta devant chaque homme. À la fin, il s'éloigna jusqu'à une extrémité du terrain où il se baissa. Et voilà qu'il revenait en soulevant un fort bloc de pierre au-dessus de sa tête. Il se promena devant l'assemblée, allant de fellah en fellah, brandissant son bloc à bout de bras. Il poursuivit. « Créature de Dieu, suis-je un homme usé ?» Il posa sa question à tous ceux qui étaient là. « Dites, un homme comme moi peut-il être usé ?» Sa voix tonnait. Il marcha sur l'enfant au vieux burnous d'homme. « Un homme comme moi peut-il être usé ?» lui demanda-t-il d'une voix formidable. « Parle, mon petit père. Le monde saura la vérité par ta bouche. »« Non, non, oncle Dedouche, dit le garçon blond d'un ton conciliant. Tu n'es pas un homme usé. Tu ne pourras pas l'être. » Bête Dedouche s'en retourna jusqu'au coin du champ où il avait ramassé la pierre et la reposa à la même place. Quand il revint, il dit, sans regarder personne, « J'ai repoussé ses prétentions. J'ai refusé de lui donner une fille. Je lui ai déclaré que je ne suis pas prêt à refaire le malheur d'une innocente. Je suis un homme. Suis-je un homme ou non? Si je ne suis pas un homme, il faut que ça se sache. » Plein de défis, il se tut. « Sur mon refus, gronda-t-il de nouveau, il a décidé de nous chasser tous du gourbi qui nous avait donné chez lui, sans égard pour moi qui avais mis toutes mes forces à son service, ni pour ma fille morte. Et ce gourbi, c'est moi qui l'ai bâti, de ces mains-là. » Il leva ses paumes larges et puissantes devant son visage et les montra. Il regarda ces hommes rassemblés avec une profonde amertume dans les yeux. Sa barbe, qui se divisait en mèches ébouriffées, frémissait. Les fellahs, muets, l'observaient. Puis il dit, « Le monde tournera, ami. Qui sait ce qui arrivera demain ?» Mais il n'expliqua pas ce qui se produirait, et les autres ne le demandèrent pas non plus. « Prête-moi ta plume. »
Prête-moi ta plume. Texte choisi et lu par Rachida Monsef. Prête-moi ta plume, émission réalisée par Souber Ketani. Prête-moi